Un camion psychopathe qui persécute un automobiliste qui a osé le doubler. Une belle brochette de vautours cupides qui s'étripe pour une baraque au bord d'un plan d'eau. Un club select de pollueurs invétérés qui donne des envies de vengeance à tout un biotope. Et dans l'espace, le cynisme d'astronautes qui se félicite de se débarrasser des derniers vestiges de notre planète, comme on jette un vulgaire Kleenex à la poubelle. Bref, l'humanité dans toute sa splendeur. Certains y crient leur révolte, d'autres s'échappent dans la folie douce, et lorsqu'arrive la fin du monde et qu'il faut repeupler la planète, la nouvelle Ève se demande sérieusement si ça vaut le coup de se reproduire pour donner une deuxième chance à cette drôle d'espèce. Bienvenue au Festival du film fantastique d'Avoriaz, première édition 1973. Dès le départ, sa sélection brosse un portrait sans concession d'une humanité gangrénée par sa propre violence, piégée par ses instincts primaires, rongée par le doute et l'incertitude. Horreur, science-fiction, étrange, satire sociale, thriller, une première sélection qui brille déjà par sa diversité de genres. Cette vidéo marque le début d'une série que je consacre à ce festival mythique. Un voyage dans l'âge d'or du cinéma fantastique, d'horreur et de science-fiction. De 1973 à 1993, 2 décennies pendant lesquelles des œuvres cultes ont bercé notre imaginaire, nos rêves et nos cauchemars. L'occasion également de découvrir des films tombés dans l'oubli, mais tout à fait passionnants. Commençons par le commencement avec cette toute première sélection 1973. Et on peut dire que le festival commence fort en couronnant le premier film d'un jeune réalisateur encore inconnu du public, Steven Spielberg avec Duel. Mais on y trouve également un petit bijou de SF, le précurseur du slasher movie, un des premiers films post-apocalyptiques et 2 ovnis assez étonnants dont un français avec Piccoli, Devers et Coluche. I've never heard anything like that. Au total de cette première compétition du Festival d'Avoriaz, 10 films, et il y en a pour tous les goûts. On commence par une série B qui vaut son pesant de cacahuètes, Frogs. I still believe man is master of the world. L'homme maître du monde, le patriarche va payer le prix fort pour son arrogance, et toute sa petite bande d'aristos avec, car à polluer les marais qui entourent leur demeure sans vergogne, ils sont devenus la cible de tout l'écosystème qui s'est passé le mot pour leur montrer qui est le maître ici. Scénario et dialogue écrits à la truelle, réalisation en pilotage automatique, que ce soit pour les personnages du film ou pour nous spectateurs, cette série B échappée d'un cours de SVT est une véritable punition écologique. Bon, passons à une autre série B qui nous vient de la même production, Dunwich Horror, inspirée d'une nouvelle de Lovecraft. Alors si vous aimez les grimoires, les incantations et les sacrifices de jeunes femmes sous LSD qui se trémoussent en petites tuniques pour réveiller des forces aussi maléfiques que le brick, vous serez servi. Ah, et le démon, dans le genre le brick, il vaut le détour. Hein. La première fois que j'ai vu les trucs qui s'agitent autour de sa tête, j'ai cru que c'était des bites. Mais non, c'est des serpents. Alors, celui qui se tient la tête là, dans Strip sous acide, vous l'avez peut-être reconnu, c'est le futur acolyte du docteur Sam Beckett de Code Quantum. Assez drôle de voir le jeune Dean Stockwell dans ses cérémonies improbables et de se dire qu'on le retrouvera ici même à Avoriaz dans une dizaine d'années dans un rôle autrement plus marquant. Then I drift away. D'Angleterre nous vient dans la pure tradition du film d'horreur gothique, l'abominable Dr. Phibes. Avec son esthétique baroque et le ton typique de ses productions qui mêlent horreur et comédie noire, on y retrouve une de ses plus grandes figures, Vincent Price. Ici, en savant fou qui se venge de la mort de sa femme en s'inspirant des 10 plaies d'Égypte avec un certain raffinement et surtout beaucoup d'imagination. Dans cette Angleterre des années 30, on suit 2 inspecteurs qui, à chaque fois, tombent des nues en découvrant les mises à mort de ce serial killer, toujours plus loufoque et improbable. Voilà, pour résumer, c'est Seven version baroque et kitsch. Dans le genre, je le trouve plutôt savoureux. Allez, c'est dingue ce qu'on peut faire avec des choux de Bruxelles et des sauterelles. De l'Italie, on a ce curieux film entre science-fiction, romance et satire sociale, La ragazza di Latta, avec Sidney Rom en femme Android. Bon alors celui-là, je vous avoue que j'ai pas eu l'occasion de le voir, mais il a l'air d'avoir pris un sérieux coup de vieux. Mais bon, peut-être que je me trompe, alors si vous l'avez vu et que vous l'avez trouvé sympa, faites-nous part de vos impressions dans les commentaires. Bon, alors, puisqu'on est en Italie, il est temps que je vous parle d'un autre film qui fera date.
Mais avant, un petit rappel pour vous dire que si vous appréciez la chaîne du Super Plan de Ciné, que vous aimez ses analyses, ses décryptages, ses séances spéciales, abonnez-vous et activez la clochette pour recevoir ces dernières notifications. Et bien sûr, si vous voulez soutenir un peu plus la chaîne, un lien Tipeee est à votre disposition dans la description de la vidéo. Voilà, publicité terminée, on retourne sous les flocons d'Avoriaz en 1973. I've never heard anything like that. Alors, ce film italien qui fera date, c'est La Baie Sanglante, un giallo signé Mario Bava. L'histoire d'un manoir aux abords d'une baie convoité par une galerie de personnages immoraux qui rivalisent tous dans l'art de trucider son prochain. Tout se déroule autour de ce plan d'eau, avec, pour que ce soit un peu plus sexy, quelques jeunes étudiants qui viennent squatter les lieux, et puis, ça tombe comme des mouches. Oui, celui-là, je l'aime beaucoup. Bon, alors, si cette baie, les petits étudiants qui fricotent ensemble, ces boobs et ces nibards entre deux coups de serpette ou autres armes blanches, ça vous fait penser à toute une série de slasher movies, à commencer par les Vendredi 13, eh bien c'est normal parce que La Baie Sanglante, c'est le modèle qui a inspiré le genre, celui qui a fourni la recette. D'ailleurs, certaines mises à mort sont reprises à l'identique dans le deuxième Vendredi 13. Mais évidemment, comme toutes les œuvres qui ont été copiées, plagiées, l'original est quand même plus intéressant que ces petits rejetons qui ont énormément simplifié le concept. Ici déjà, on nous épargne du sempiternel tueur masqué qu'on nous cache jusqu'à la fin. Car si Mario Bava entretient un peu le mystère, ça dure pas des plombes. Et surtout, la roue tourne. Tuera bien qui tuera le dernier. C'est là tout le propos. Ce qui intéresse le réalisateur, c'est de nous exposer une galerie de personnages égoïstes, manipulateurs, menteurs, sanguinaires, sans foi ni loi, et tous capables d'horribles crimes. Et en nous rentrant dans l'art avec cette série de meurtres très gore, on sent bien que Mario Bava cherche à exprimer sa vision noire, nihiliste d'une humanité qui ne vaut guère plus qu'un insecte. Alors c'est vrai qu'il a pris un petit coup de vieux, surtout avec ses zooms intempestifs. Mais dans le genre, je trouve qu'il tient encore bien la route, qu'il est cohérent avec son propos, avec des vraies idées de mise en scène et une photographie plutôt soignée. Et tenez, petite anecdote assez amusante, le responsable de tous ces effets gore, c'est un certain Carlo Rambaldi. Celui qui dans quelques années travaillera pour celui qui présente son premier film dans cette même sélection, Spielberg. Eh oui, c'est lui qui fera les créatures de Rencontre du troisième type et surtout E.T. Et c'est marrant la coïncidence quand même, mais c'est pas tout, parce qu'il travaillera aussi sur Dune de David Lynch. Avec quel acteur? Dean Stockwell. C'est dingue, non? On passe maintenant à deux films, pas franchement fantastiques, encore moins horreur ni SF, mais deux ovnis quand même. Le premier nous vient de France, Thème Rock, réalisé par Claude Faraldo, un film qui rugit contre la société. L'histoire d'un ouvrier, incarné par Michel Piccoli, qui en a ras la nouille de ses journées métro-boulot-dodo, en plus d'être exploité par un patron autoritaire. Un jour, il pète une durite et décide de murer l'entrée de sa chambre et d'éclater le mur pour faire un trou béant dans la façade. Au vu et au su de tous, il envoie alors littéralement tout valser. Terminer les règles où chiotte la société de consommation, tout dégage. Liberté absolue, retour à l'état sauvage. La police évidemment va intervenir, mais va avoir du fil à retordre avec l'énergumène. D'autant plus que son cri de révolte très contagieux va gagner tout le bloc d'immeubles. Alors ce film Thème Rock, on peut dire qu'il baigne dans le jus de son époque post-68. Ça sent très fort l'anarchisme révolutionnaire, la révolte sociale et la libération sexuelle. Ça n'y va pas par quatre chemins, c'est radical, ça bouscule des tabous, notamment l'inceste et l'anthropophagisme. Et l'autorité sous toutes ses formes en prend pour son grade. Patron vicelard, flics abrutis ou violeurs. Bref, un sacré cocktail qui évidemment n'a pas plu à la censure. Il s'est retrouvé à sa sortie collé d'une interdiction aux moins de 18 ans qui n'a sauté que très récemment. Alors c'est rempli d'humour grinçant, de dérision et autres éléments qui donnent une patine surréaliste au film. Tous parlent gros-melot. Pas de dialogue, juste une espèce de charabia qui sort de la bouche de tous les personnages. Côté casting, alors là on peut dire qu'il aligne une liste assez incroyable. Romain Bouteille, Miu Miu, Patrick Devers, Coluche et quasiment tout le reste de la troupe du Café de la Gare.
Bon, évidemment, ce film ne plaira pas à tout le monde. Les représentations de l'autorité sont quand même très caricaturales. Tout ça ne fait pas dans la subtilité du tout. Son style brut de décoffrage peut dérouter. Toute cette casse, on peut finir par s'en lasser. Mais il faut lui reconnaître son audace, son honnêteté et une certaine recherche dans sa réalisation, qui n'est pas si foutraque que ça, qui en fait un film unique, à coup sûr, comme son personnage anticonformiste. Alors le cri de thème rock est devenu culte, et pas uniquement en France. Si un jour vous allez à Vienne, vous pourrez admirer une création artistique qui fait directement référence au film. Le deuxième ovni de ce festival est aussi un film de révolte, mais moins frontal, plus onirique et poétique. Les oiseaux, les orphelins et les fous. Un film réalisé par l'enfant terrible du cinéma slovaque, Juraj Jakubisko. Alors pourquoi c'est un film de révolte? Eh bien parce qu'on est à l'époque où la Slovaquie fait partie de la Tchécoslovaquie et que vient tout juste de se dérouler l'invasion soviétique du pacte de Varsovie. Elle a eu lieu en août 68 et en réaction à cet événement, Jakubisko s'empresse d'écrire et de tourner ce film pendant l'automne qui suit. Les oiseaux, les orphelins et les fous est donc un film d'un révolté qui prône une certaine liberté comme thème rock. Mais à part cette armoire qui passe par la fenêtre, on n'est pas du tout dans le même registre. Au grognement et au mur qu'on explose à coups de masse, Jakubisko préfère s'envoler dans la poésie de l'absurde et de la folie douce. L'histoire se déroule dans un pays d'après-guerre en ruine. Deux joyeux lurons, Andrei et Jorik, vivent au milieu des gravats et des petits oiseaux d'un immeuble en décrépitude. Un jour, ils accueillent Marta, une jeune femme aussi lumineuse que mystérieuse. Très rapidement, ils deviennent inséparables et ensemble, ils se laissent aller à tous les délires qui leur passent par la tête. Ça rigole, ça joue, ça se déguise. Des vrais gamins qui se lâchent complètement. Alors on navigue ici dans un cinéma proche de Fellini, entre onirisme et tragédie, où la joie embrasse la détresse, l'absurde caresse le réel. Donc c'est assez barré, parfois déroutant, la réalisation et le montage s'affranchissent de toute règle, et tous ces délires, toutes ces farces sont en réalité truffés de clins d'œil à l'histoire du pays. Bon, clairement, si j'ai senti qu'il y en avait un peu partout, j'ai pas capté grand chose, parce que l'ex-Tchécoslovaquie, honnêtement, je connais pas trop son passé. Mais au-delà de tout ça, il y a cette relation triangulaire amoureuse qui évolue, qu'on arrive à suivre parfaitement et que j'ai trouvée très touchante. Pleine de tendresse, d'ambiguïté, de jalousie discrète, de doute et cette façon de survivre à la déprime en cultivant leur petite bulle d'amour et de folie douce qui finit par se fissurer est attendrissante et émouvante. Bon, par contre, la censure de l'époque de l'ex-Tchécoslovaquie n'a pas apprécié du tout. Le film a été purement et simplement interdit. Raison invoquée, non socialiste, désespéré et négativiste. Voilà, donc passé les premières minutes de ce film où il faut accepter son ton délirant, carnavalesque et l'exubérance de ses personnages, j'ai donc été emporté par ce tourbillon de folie aux couleurs magnifiques, ponctué d'un jeu autour de la photographie et du cinéma, cette poésie du désespoir jamais misérabiliste, cette force de vie qui anime les personnages, leur fragilité, ce ton à la lisière de la farce et de la tragédie quand tout un monde s'écroule. Alors, la fin du monde, justement, venons-en avec ce film post-apocalyptique précurseur dont je parlais en intro. La semence de l'homme, réalisé par un autre enfant terrible du cinéma, Marco Ferreri, lui venant d'Italie. Réalisateur qui sera connu pour un film qui sortira quelques mois après cette édition du festival, La Grande Bouffe. Un film très provocateur avec, tiens, comme par hasard, Michel Piccoli. Décidément. Donc, La semence de l'homme, Marco Ferreri l'a réalisé la même année que le film de Jakubisko en 1969. Alors, avec un titre pareil, on pourrait s'attendre à un film en dessous de la ceinture, mais non, pas du tout, c'est bien un film post-apocalyptique. Et là, on est avant toute la vague des films post-apo qui vont fleurir dans les années 70. Et si je ne suis pas très fan du cinéma de Marco Ferreri, je dois dire que ce film m'a vraiment surpris. Clairement, il fait partie de mes coups de cœur de cette sélection d'Avoriaz. L'histoire. Le monde est ravagé par la guerre et cerise sur le gâteau doit faire face à une pandémie sans précédent. Chino et Dora font partie des rares survivants. Ils se réfugient dans une maison face à la mer. Au passage, petit caméo de Marco Ferreri dans le rôle du propriétaire mort. Alors cette meule de parmesan qu'ils installent sur une étagère, c'est une des pièces du musée que Chino s'est mis en tête de créer. Un musée dédié à l'humanité.
et arrive le moment où ça va commencer à être tendu dans le couple. Voglio un figlio. Et voilà l'idée, que je trouve géniale, autour de laquelle tout le film s'articule. Chino veut un fils, et Dora, elle sait pas trop. La fin de l'humanité et une femme qui n'a pas envie d'être le ventre de l'avenir. Pour ainsi dire, on est aux antipodes du film d'Alfonso Cuarón, dont le titre ressemble beaucoup, Les Fils de l'Homme, où l'humanité est stérile, mais où une femme enceinte porte l'espoir d'un futur. Ici, Dora, elle veut rien porter du tout. Niet, je ferai pas d'enfant. Le problème, c'est qu'ils vont avoir de la visite. Alors cette bande-là, c'est pas les cavaliers de l'Apocalypse, ça y ressemble beaucoup et ça c'est pas innocent, mais non, ce sont les représentants de l'État et du clergé. Et ils vont bien faire comprendre à madame qu'il faut pas faire de chichi, l'urgence est de repeupler le pays. Toutes les femmes doivent être fécondées. Alors vous avez vu, c'est pas Mad Max, c'est pas un film d'action du tout, c'est plutôt intimiste, mais l'ambiance fin du monde, fin de la civilisation, est bien là et même plutôt réussie. Ce bord de mer, ces cavaliers, cette baleine échouée, cette pub pour Coca qui flotte dans les airs, le film réussit à nous plonger dans un climat étrange. Oui, il souffre de quelques lenteurs, oui, le jeu de certains comédiens peut paraître un peu décalé, oui, certains effets sont datés, mais je trouve que c'est vraiment à la marge et que globalement, on y croit, et surtout, sur le fond, les thèmes et les questionnements qu'il évoque sont très actuels. Pour le coup, je le trouve très moderne, avec cette Dora qui dit non à la société, à l'église, aux mœurs, qui dit « mon corps m'appartient », Ferreri traite de la manipulation de l'État, de l'enfermement idéologique, du rôle imposé aux femmes évidemment, mais aussi de notre rapport au corps, à la sexualité, à l'idée même de reproduction. Et comme on a tous vécu une pandémie Covid, ce film résonne en nous de façon troublante. Alors encore une fois, certains aspects du film rebuteront des spectateurs, mais pour ma part, je le trouve passionnant. Du bon cinéma avec un propos pertinent, audacieux, petit budget mais une mise en scène inventive, bourré de clins d'œil, notamment les symboles religieux. La photographie est sublime, il y a de l'étrange, du mystère. Et cette Dora, incarnée par Anne Wiazemski, découverte dans le magnifique Au hasard Balthazar de Bresson, est juste envoûtante. Tour à tour fragile, sensuelle, pleine de vie, révoltée, parfois violente, très violente même, mutique, secrète. D'ailleurs, elle ne dévoilera jamais pourquoi elle refuse d'avoir un enfant, ce qui laisse notre imagination ouverte à toutes sortes d'interprétations. Cette femme qui refuse de jouer la nouvelle Ève, qui remet en question l'ordre établi, je trouve que c'est une héroïne inoubliable comme on en voit rarement. Bref, vous avez compris, j'ai adoré La Semence de l'Homme, que dans le genre post-apocalyptique il en impose, qu'il est bien plus subversif que beaucoup d'autres, et qu'il mérite d'être redécouvert. Ah oui, et vous savez quoi? Coïncidence incroyable de cette sélection Avoria 73, et celle-là elle est pas piquée des hannetons, qu'est-ce qu'on voit dans le musée de l'humanité de Chino? Des photos de 2001, l'Odyssée de l'espace. Et pourquoi c'est incroyable? Parce que le responsable des effets visuels du film de Kubrick, Douglas Trumbull, vient de réaliser son premier film et qu'il concourt là, dans la même sélection d'Avoriaz, Silent Running. Et attendez que je vous dise le plus dingue, c'est qu'il travaillera avec le réalisateur d'un autre film en compétition, Spielberg. Et oui, sur les rencontres du troisième type. Et qu'il va croiser sur ce tournage? Le maquilleur d'un autre film de la sélection, Carlo Rambaldi. C'est pas dingue tout ça quand même? Ah, et c'est marrant ça, Douglas Trumbull avec la même barbe que Marco Ferreri. Bon, bref, parlons maintenant de Silent Running, un futur classique de la SF. L'histoire se déroule dans l'espace, à bord d'un immense cargo qui abrite des jardins, dernier vestige de la nature. Car en effet, l'humanité a fini par détruire toute forme de vie sur notre bonne vieille planète et désormais vit dans l'espace à bord de vaisseaux. Voilà, donc celui-ci, Valley Forge, c'est une sorte d'arche de Noé où des échantillons d'espèces végétales et animales sont conservés. Le héros de l'histoire, c'est Freeman Lowell, un botaniste qui veille à ces jardins d'Éden et qui nourrit l'espoir de les ramener un jour sur Terre pour tout recommencer à zéro. Alors, ces types qui s'amusent comme des grands dadais, ce sont ses collègues. Et eux, en revanche, on peut pas dire qu'ils ont la fibre écolo. Les petits lapins, les pâquerettes et les melons, ils s'en battent les steaks, mais à l'heure d'une force, je vous dis pas. Et donc, entre eux et l'OL, c'est pas peu de dire qu'il y a de l'eau dans le gaz. Et ça se gâte méchamment lorsqu'ils reçoivent tous l'ordre de détruire toutes les serres. We have just received orders to abandon and nuclear destruct all the forests and return our ships to commercial service. Pour notre botaniste, c'est clair, hors de question de sacrifier ces derniers vestiges de la planète. Et là, il est prêt à tout, y compris tuer. Bon, on va pas le blâmer, la disparition de ces gugus ne manquera pas à l'humanité.
Lowell réussit à sauver un dôme et se retrouve donc tout seul à bord du Valley Forge. Alors je dis tout seul, mais c'est pas tout à fait vrai puisqu'il est accompagné de 2 ouvriers, des robots. Huey, come over and sit down here. Huey, you come right up here and sit down. Et c'est à partir de là que le film décolle en devenant plus intimiste, introspectif, à la fois beau et tragique, avec cette relation entre Lowell et ses robots. Il leur apprend à jardiner, à jouer, fait part de ce qu'il ressent, et s'installe une relation affective quasi filiale. Et c'est là toute la beauté et la force du film. Voir progressivement ces robots que l'homme a créés devenir les gardiens d'un monde que l'homme lui-même a détruit. Et en cela, la fin de ce film, que je vous laisse découvrir si vous ne l'avez pas vu, fait partie des fins les plus belles du cinéma. Une fin déchirante, mais aussi d'une ironie vertigineuse et poétique, dans le regard à la fois tendre et sévère qu'elle pose sur l'humanité, aussi prompte à détruire qu'à se sacrifier. Take care of yourself, Dewey. Bon, comme les autres, ce film a un peu vieilli, les effets sont datés, bien que c'est quand même incroyable ce que Trumbull a pu faire avec un budget dérisoire, mais franchement, je le trouve toujours aussi passionnant à suivre avec ses thématiques et ses questionnements universels. Notre rapport à la nature, ça évidemment, mais aussi la désobéissance, le sens du sacrifice, la notion d'héritage et de transmission, le poids de la culpabilité, bref, Silent Running, un classique de SF visionnaire, très novateur pour son époque, tant il mélange science-fiction et réflexion sur l'humanité. The bottle into the ocean. Et comme d'autres dans ce festival, une œuvre précurseur qui a eu une influence considérable sur plein d'autres films. R2D2 de la Guerre des Étoiles, évidemment, et surtout le génial Wall-E, qui reprend un bon paquet des thématiques du film. Alors avant d'évoquer la révélation de ce festival, il faut quand même que je vous parle du jury. Ah oui, c'est quand même lui qui l'a couronné. Un jury franco-français très éclectique. On sent déjà la volonté des organisateurs du festival de créer un événement un peu people qui dépasse les cercles de simples passionnés du genre. Le seul étranger, c'est Mr. Dracula himself, Christopher Lee. Bon, les plus jeunes le connaissent plutôt dans son rôle de Saruman. Pour présider ce jury, René Clément, réalisateur assez connu à l'époque, auteur de films à succès comme Les Félins, Paris brûle-t-il, Plein Soleil et l'oscarisé Jeux interdits. Alors il n'a absolument pas fait carrière dans le fantastique, mais à ses débuts... Un des premiers films sur lesquels j'ai travaillé, j'étais à ce moment-là aux côtés de Jean Cocteau pour La Belle et la Bête, était quelque part tout de même un film traitant du merveilleux en tout cas. Le fantastique et la poésie, ça n'est pas très loin. Je pense que le fantastique justement nous permet d'aborder le domaine de l'onirisme que j'aime bien. Ah, j'adore ces interviews de l'époque, et je vous en ai trouvé une autre, et celle-là va vous faire sauter dans votre siège. Celle de Jean-Pierre Cassel, cette fois-ci sous les flocons, où paraît-il, en France, on n'est pas très fantastique. Pourquoi le film fantastique est si peu connu en France? Parce que je crois que l'esprit français s'accommode mal du fantastique. Je pense qu'on a un esprit beaucoup trop cartésien, comme on a coutume de dire, pour apprécier et pour pénétrer toutes les données du film fantastique. Eh bien, c'est chez ces cartésiens de français que va naître le festival du film fantastique le plus connu du monde. Bon, bref, alors ce jury, c'est quoi son verdict? Eh bien déjà, on peut dire que la tuerie au bord de la baie et les vaisseaux dans l'espace, c'est pas vraiment leur tasse de thé. Ce qui leur a plu, c'est les deux révoltés. Themrock à qui il décerne le prix spécial et le prix d'interprétation pour Michel Piccoli, film qui rafle en plus le prix de la critique. Le deuxième prix revenant à Les oiseaux, les orphelins et les fous. Et le grand prix, il le réserve donc à un film qui tient plus du thriller psychologique que du pur fantastique, mais qui fera assurément date dans l'histoire du cinéma. Une récompense qui couronne un futur immense réalisateur qui n'en est là qu'à son tout premier film, initialement réalisé non pas pour le cinéma, mais pour la télévision. I've never heard anything like that. Duel. L'histoire, c'est celle de David Mann, qui, sur la route d'un rendez-vous commercial, se retrouve harcelé par un mystérieux camion-citerne. Voilà, c'est l'idée de base qui tient sur un timbre-poste de tout le film. Une longue course-poursuite où l'on voit ce monsieur tout-le-monde, comme Spielberg aimera mettre en scène dans ses futurs films, se faire harceler encore et encore à en devenir dingue. Tout se déroule dans les étendues désertiques de Californie et c'est captivant de la première à la dernière minute. Captivant par ce duel entre cette petite voiture et ce gros camion qui a vraiment de la gueule, et captivant parce qu'on assiste à la descente de son personnage principal.
Sorti de sa banlieue résidentielle, costume cravate et politesse en bandoulière, dans sa petite voiture rouge, il se retrouve donc menacé par ce camion et au fil des kilomètres, au fil des agressions du monstre mécanique, il va progressivement perdre ses repères, plonger dans la paranoïa, se confronter à ses peurs, son impuissance et finalement franchir une ligne qu'il n'aurait jamais imaginé franchir. Le scénario est signé Richard Matheson, l'auteur de Je suis une légende, L'homme qui rétrécit et de nombreux épisodes de la 4e dimension et de Star Trek. Et donc cette histoire n'est racontée que du point de vue de David Mann. Et c'est ça qui fonctionne à plein régime, l'identification dans ce personnage. Ce type qui n'est ni héros ni aventurier, qui n'a aucune envergure, qui a peine à s'imposer. Un type fragile qui demande de l'aspirine quand tout va mal et qui se retrouve là obligé de se confronter à plus fort que lui, sans fuite possible. Et ce camion, c'est le chat qui joue avec la souris, ou devrais-je dire le requin qui s'amuse avec le poisson rouge. C'est le monstre qui le titille, qui le pousse dans ses retranchements, chaque fois un peu plus loin, avec plus de sadisme, jusqu'à le faire craquer, le rendre dingue, et faire sortir la violence qu'il a en lui. Et nous donc, on est avec ce monsieur tout-le-monde, dans la chaleur, la tension, le doute, la peur, hanté par cette question « Pourquoi ?» Pourquoi ce camion s'acharne sur lui? Parce qu'il a osé le doubler? Parce qu'il veut lui montrer qui règne ici sur les routes? Aucune réponse et c'est bien là le cauchemar. I got it. What do you want? Fellow with Ethel. Et niveau mise en scène, l'idée géniale de Spielberg, c'est d'aller un cran au-dessus dans le mystère en ne montrant jamais le conducteur du camion. C'est la petite touche très simple quand on y pense, qui fait toute la différence et qui instantanément fait basculer le film dans l'étrange à la lisière du fantastique. Le camion nous apparaissant donc comme une figure sortie d'un cauchemar, comme une présence surnaturelle. Alors je disais que ce film a été initialement réalisé pour la télévision. Et en effet, il a été diffusé 2 ans plus tôt, en 1971, sur la chaîne américaine ABC. Il a fait un sympathique score d'audience, mais les producteurs, qui ont bien senti qu'ils avaient entre les mains un film pas comme les autres, ont décidé de le sortir au cinéma en Europe. Comme il ne faisait qu'environ 1 heure, Spielberg a donc tourné 2 nouvelles scènes et voilà comment il a atterri en 1973 au Festival d'Avoriaz avant sa sortie nationale en France 1 mois plus tard, au mois de mars. Et 50 ans après, franchement, ce film n'a quasiment pas pris une ride. Il a un caractère authentique et respire la sueur, la poussière, le gasoil, et tout ça grâce à la mise en scène rythmée de Spielberg hyper inventive. Et le plus dingue, c'est qu'il l'a tourné en seulement 13 jours. Bon, pas tout à fait en réalité, car comme je vous l'ai dit, il a tourné d'autres scènes pour la sortie cinéma. Mais quand même, je trouve ça assez dingue. Avec un budget dérisoire, une équipe réduite, Spielberg a insisté pour que tout soit absolument tourné en décor naturel, y compris les plans à l'intérieur de la voiture. Parce que d'habitude, surtout pour un téléfilm, on s'emmerde pas, on filme tout ça en studio avec un système de rétroprojection. Mais non, là, Spielberg a insisté pour qu'on tourne tout ça en extérieur. Et ça fait une différence, surtout quand on le revoit 50 ans après. Ça fait vrai, on y croit et on est toujours à fond dedans. Et ce qui frappe en voyant le film, c'est sa puissance visuelle, son esthétique très épurée, qui n'est pas sans rappeler ce que fera bien plus tard George Miller avec Mad Max, et l'inventivité de sa réalisation. Et oui, la façon dont il filme la route, les angles de vue sur ce camion, ce jeu avec les rétroviseurs, les reflets, la vitesse, et le montage avec son sens du rythme est une véritable masterclass. Okay, I'll be there. Je parle des scènes d'action, mais il y a aussi tous les autres moments du film qui nous font sentir à quel point ce David Mann est un homme soumis à son travail, un type qui courbe l'échine, qui baisse les yeux, qui préfère la fuite que la confrontation, et qui doit ici surpasser son manque de courage et ses peurs. Le truc fascinant avec la réalisation de Spielberg, c'est qu'elle n'est jamais répétitive. Pour chaque scène, il y a une nouvelle idée, un nouveau parti pris, avec une progression, et c'est ça aussi qui rend le film captivant de bout en bout. Voilà donc Duel, un film fondateur qui va marquer le début de la carrière cinéma de Spielberg, qui va influencer de nombreux films d'action centrés sur des véhicules et dont la grammaire visuelle en inspirera plus d'un. Avoriaz 1973 s'achève donc, une première sélection qui est une très bonne cuvée, avec un panel très large du cinéma fantastique et de l'imaginaire, et des films précurseurs dans leur domaine.
Voilà, j'espère que ce tour d'horizon vous a plu. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous et surtout commentez. Vous savez que je lis tous vos commentaires et que j'essaye la plupart du temps d'y répondre. Alors lâchez-vous, partagez vos souvenirs du cinéma fantastique des années 70, 80, du Festival d'Avoriaz. Et puis dites-nous ce que vous pensez des films de cette sélection 1973. Si vous voulez en savoir plus sur le festival, j'avais fait une première vidéo où je racontais ma propre expérience puisque j'ai eu la chance d'y aller à plusieurs reprises. Je vous dis donc à bientôt pour la cuvée 1974.